L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Pas de soucis. Bonsoir. Bonsoir, Fatia. Comment vas-tu? Ça va très J'ai bien. bien C'est prononcé. de passer la dernière parce que j'ai écouté tout le monde et si au démarrage j'avais un avis tranché, ça, je sais plus trop, donc je compte sur vos qualités d'intervieweur pour me faire accoucher de ce que je pense finalement. En tout cas, déjà, je trouve ça rejoint un peu ce que venait de dire Karim, quelque part. Je trouve que c'est toujours intéressant, justement, d'écouter les d'autres avis, et ça permet de réfléchir sur les siens. Donc, j'espère que je vais être à la hauteur, par contre. C'est évident. Et du coup, tu connais l'entretien épistémique. Enfin, là, je vois que tu as suivi. Je n'ai pas besoin de faire de rappel, j'imagine. Oui, je crois, oui. Ok. Pour recadrer, pourquoi pas. En recadrer, je sais pas, mais accompagner, je vais faire de mon mieux, en tout cas. On attend. Ok, bah écoute, c'est super. Du coup, qu'est-ce que ça évoque pour toi, tout ça? Enfin voilà, comment tu comprends la question Alors, ouais, la première question que je me pose, c'est comment on peut dissocier l'œuvre de l'auteur. Enfin, comment c'est imaginable finalement. Bon, c'est un peu trop peut-être direct, mais c'est important, il me semble, hein, lorsqu'on écoute une œuvre, on lit un bouquin, peu importe, de comprendre en fait son contexte, l'histoire, le pourquoi du comment, pour bien saisir tous les messages que veut porter, ou même consciemment ou inconsciemment, son auteur. C'est difficile en fait de dissocier l'un de l'autre. On peut pas prendre comme ça à emporter une œuvre et se l'approprier totalement sans prendre en compte en fait finalement ce qu'a voulu transmettre l'auteur. Il y a forcément une intention derrière, et en tant que, on peut pas être de simple consommateur. Le mot n'est pas beau, mais j'en trouve pas d'autre là tout de suite. On peut pas être de simple consommateur, se pointer devant une œuvre d'art, un bouquin et le lire un peu complètement déconnecté de son contexte. D'accord. C'est la première réaction que j'ai. On a beaucoup cité Noir Désir. Je me pose la question, si j'assistais à un concert de Noir Désir et que le chanteur se mettait à chanter une chanson d'amour, par exemple, forcément, elle serait sujette à interprétation, elle serait mise en lien avec l'histoire malheureuse. Voilà, j'ai du mal à voir comment on peut couper et scinder celui qui communique, enfin l'objet de la communication, du message, et son auteur. Ok. Celui qui porte le message. Et du coup, donc j'ai bien compris, hein, enfin je pense avoir bien compris, voilà, tu peux pas te différencier, ou tu as du mal en tout cas. Oui. Et justement, l'exemple que tu as donné, donc à l'instant, c'est Noir Désir qui chante une chanson d'amour, sachant ce qui s'est passé. Et du coup, connaître l'auteur, en fait, ça permet d'avoir un contexte. Ne serait-ce pour comprendre l'œuvre. Oui, pour Je pense à Camus, par exemple. À Camus, on peut pas lire un bouquin de Camus sans le repositionner dans son époque, dans tout ce qui animait cette période. Okay. Sur le jeu, sur les idées politiques qu'il pouvait avoir. Autrement, c'est passer à côté et lire un peu très légèrement, ce qui est possible, ma foi, mais lire très légèrement le bouquin ou les bouquins et passer à côté de pas mal de choses. Alors certains artistes, je crois que c'est le frère Jean-Emmanuel tout à l'heure qui l'a dit, ont des névroses, etc. et se servent justement de leur œuvre pour pouvoir un peu les gérer, les exprimer, mais dans une manière un peu plus romanesque, imaginaire. Quand il y a un passage à l'acte, là, il y a une autre réflexion à avoir,
Et dans ce cas, là, c'est le législateur qui intervient. Lui, en revanche, le législateur, je pense qu'il est capable de dissocier l'œuvre de l'auteur. Il va juger l'œuvre dans son instant et ne pas, et condamner condamner l'artiste si effectivement, il y a un moment donné, il a déconné, et pouvoir dissocier lui, en revanche, les deux. Hein. Alors, c'est intéressant. C'est clair là. Ouais, non, justement, tu me dis que le législateur doit être à même de différencier l'œuvre. C'est peut-être peux-tu me donner, enfin, ce que tu entends par le législateur, je pense voir, mais Celui qui fait les lois ou le magistrat, voilà, que sais-je. Quelqu'un, par exemple, qui a commis, là je parle de la personne, hein, qui a commis des actes répréhensibles, va être jugé en tant que personne. Son œuvre, finalement, c'est le tribunal populaire hein, qui va décider de suivre ou pas. En revanche, si son œuvre elle-même, elle touche, elle déborde, et qu'à un moment, par exemple, elle fait l'apologie du terrorisme, le racisme ou l'appel à la haine, là, c'est l'œuvre en elle-même qui va être jugée et son auteur, si derrière il y a des actes qui sont jugés répréhensibles, sachant que l'appel à la haine. ok, d'accord, je m'assieds. Voilà. Mais il ne peut pas faire de procès d'intention. Aller dire, par exemple, je parle de Pardieu. On peut pas censurer son œuvre si son œuvre en elle-même, elle n'a pas débordé. Par contre, lui, il peut être condamné. D'accord. Et alors, du coup, avec le dernier exemple que tu m'as donné, et tu me disais, il est difficile de dissocier plus exactement l'œuvre de l'auteur. Et là, tu me dis, voilà, tu me dis quelque chose de Pardieu, justement, si son œuvre ne reflète pas la personne, en fait, ça pourrait être différencié, si j'ai bien compris ce que tu me dis. Et du coup, tu sais, les échelles, t'as dû en entendre parler. Bon, voilà, on en a fait pas mal. Du coup, 0%, on ne peut pas différencier l'œuvre de l'auteur, et 100%, on doit absolument différencier l'œuvre de l'auteur. Tu te situerais où? Pour moi, à 100%, on ne peut pas. Je suis pas une consommatrice. Quand j'écoute une musique, j'aime savoir le pourquoi du comment, etc. Je vais forcément la recontextualiser. Pareil pour un bouquin. Voilà. C'est un message et le porteur du message est tout aussi important que le message en lui-même, notamment pour sa compréhension. Maintenant, si je suis magistrat, d'accord, là effectivement, je vais différencier les deux. Là, je dois faire preuve en fait je dois bon bref, vous avez compris, faire des compartiments entre où est l'objet du délire. Est-ce que c'est est-ce que c'est l'auteur ou est-ce que c'est son œuvre qui devient hors la loi? J'irai pas plus loin. Enfin, Ok, tu fais vraiment une différence entre le... Alors, c'est pas moi, c'est si j'étais législateur. Oui, Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Enfin, pardon. Mais là, ça devient, les limites, elles seraient difficiles. Par contre, la communication autour d'une affaire, etc., laisse à chacun le soin de juger si, en fonction de la façon dont il appréhende votre question, justement, il va continuer ou pas. D'ailleurs, une personne qui est mise en prison, par exemple, si je prends, il y en a tellement, je sais même pas lequel choisir, mais un artiste qui serait mis en prison, il peut continuer à émettre, il est privé de liberté, mais il peut continuer à faire des chansons, il peut continuer à écrire des bouquins, et il sera édité sans aucune difficulté, par exemple. Par contre, s'il écrit un bouquin qui évoque un sujet ou qui fait l'apologie de quelque chose de répréhensible, son œuvre, elle sera interdite. Pas lui, parce que lui, il a pas. Il y a quelqu'un, par exemple, qui défendrait le fait de faire des attentats ou quoi que ce soit. Son œuvre, elle sera interdite, mais tant qu'il n'a pas fait d'attentat, on peut pas lui faire un procès d'intention. Attends, sur TikTok, tu sais, il y a des mots des fois qui font que ton compte peut être bête. C'est embêtant. Alors qu'en plus, tu fais pas la... Je sais pas à quel moment j'ai été coupé dans ce cas.
Non, mais, non. Exemple de quelqu'un, par exemple, qui écrit un bouquin sur comment faire faire des attentats. Voilà, c'est n'importe quoi, comment construire des bombes. Hein. Bah, son œuvre, elle peut être interdite. En revanche, la personne, tant qu'elle n'a pas, c'est là que la graduation va intervenir. Mais la personne, tant qu'elle n'a pas commis d'attentat, on lui fait pas de procès d'intention. Elle en a pas fait, donc on va l'enfermer. Pourquoi? Peut-être pour l'apologie qui est donc un autre crime. Là, on va effectivement positionner l'acte dans un autre endroit. Alors que nous, tribunal populaire, on n'est pas voilà, c'est tout à chacun. Moi, j'ai entendu des gens qui disaient, moi, je peux aller voir un tel, je peux écouter encore tel ou tel son. C'est à l'appréciation finalement de chacun. À quel moment on est choqué, à quel moment on est écœuré, à quel moment on peut plus. Okay. Du coup, ça m'évoque plus. Enfin, j'ai au moins deux questions sur tout ce que tu as dit. Tu disais déjà que pour toi, et donc là, je vais retirer du législateur, magistrat et tout. Donc pour toi, on ne peut pas vraiment différencier l'œuvre de l'auteur, sinon on passe à côté de quelque chose. Et il y a des œuvres anonymes, par exemple. Tu as de grandes œuvres qui sont anonymes, où on ne connaît pas l'auteur, où l'auteur a été aussi... Enfin voilà, ça peut être des vieilles œuvres, ça peut être aussi un œuvre quelqu'un qui a écrit sous pseudo et on ne sait pas trop qui c'est. Ouais. Et du coup, est-ce que ça te dérange ou est-ce que tu as l'impression de passer à côté de quelque chose parce que tu ne connais pas, ou même un auteur dont on ne connaît pas grand-chose de la vie? Il y avait eu des exemples tout à l'heure, des personnes qui préservent leur vie privée, en fait. Déjà, ça fait partie du game, et ça rajoute en fait à l'œuvre, puisqu'on va passer son temps, enfin je vais passer mon temps à essayer de comprendre à travers son œuvre qui il est. D'ailleurs, quand on retrouve une œuvre, qu'on la déterre de je ne sais où, la première chose qu'on va essayer de faire, et les professionnels d'ailleurs, c'est essayer d'identifier qui est cette personne, de repositionner en fait l'œuvre dans un contexte au maximum pour pouvoir mieux la comprendre. Effectivement, il y a des œuvres qui, quand on les lit, qui témoignent aussi de de ce qui se passait. C'est un témoignage historique, ça permet de comprendre. Il y a aussi une vocation de transmission aussi. Donc on peut pas prendre. Enfin, moi j'ai du mal à prendre une œuvre brute comme ça. Hop, la prendre, l'écouter. Ouais, mais dans le cas que je te donnais là, justement, tu peux pas. C'est que tu n'as que l'œuvre en fait disponible. En fait, je vais utiliser l'œuvre pour mieux connaître son auteur, justement. Ouais. C'est-à-dire que c'est à travers ce qui a été écrit, je vais avoir en tout cas ce mécanisme intellectuel de creuser à travers l'œuvre pour essayer de deviner. Mais je vais me poser la question. Et je vais continuer en fait mon imaginaire, parce que les œuvres sont souvent associées à l'imaginaire aussi. Et tant mieux, on peut aussi les interpréter, etc. Mais ça va me permettre, moi, en tout cas, je vais avoir ce mécanisme-là de me dire, bah tiens, j'imagine, est-ce que c'est une femme, un homme? Tiens, je vais chercher des indices de ci et de là, et je vais mieux me l'approprier, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Tu vas mieux t'approprier l'œuvre, ou penses-tu vraiment tout toucher l'artiste, en fait, on va dire? C'est-à-dire, est-il possible vraiment au travers de l'œuvre de vraiment comprendre l'artiste, ou de vraiment voir qui il est? Si elle est bien faite, ouais. Ouais. En tout cas de le visualiser. Enfin, je ne sais pas le mot, mais de construire un auteur. Alors à tort ou ce sera vrai ou pas, on ne le saura jamais puisque l'auteur on le connaît pas. Mais voilà, ça rajoute. D'ailleurs, je prends l'exemple par exemple de comment elle s'appelle, la rouquine là qui chante là. Je me souviens plus de son nom. Pardon. Comment elle s'appelle? Je sais pas, il y a Mylène Farmer, peut-être? Voilà, Mylène Farmer, voilà. Par exemple, Mylène Farmer, elle décide de ne pas partager sa vie publique. Ouais. Et du coup, il y a tout un personnage qui se construit, et d'ailleurs, ça se voit dans ses chansons. Ouais. Elles sont ambiguës, elles sont troubles, etc. Et donc, ça fait partie, effectivement, ça rajoute, en fait, à la communication et au message qui est transmis par l'artiste. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle draine, un public hyper différent, les ados, les machins, mais quand même tous ceux qui sont un peu troublés quand même. C'est son, j'allais dire son business, non, mais c'est son commerce, je trouve pas le mot. C'est sa couleur. Et oui, c'est ça. J'allais dire les lignes ou enfin. Ouais, pareil. Mais je pense avoir compris ce que tu disais. Enfin voilà, c'est sa façon
ligne éditoriale, c'est pas du tout bon, hein. Mais je pense que c'est un peu ça. Et tout à l'heure, on parlait de Patrick Poivre d'Arvor. Qui pourrait regarder aujourd'hui une émission de Patrick Poivre d'Arvor, à moins de ne pas savoir, et de ne pas, comment dire, mais je crois que dans les relations humaines, d'une manière générale, on ajoute au message, on a tout notre biais, toute notre interprétation, qui est liée aussi à la connaissance qu'on a de la personne. Je cite un exemple, par exemple. J'ai participé récemment à un live, il y avait une personne de votre équipe qui était là. Et quand j'ai écouté, eh ben, j'avais eu l'occasion d'échanger avec cette personne et je me suis dit, tiens, ça a remis un peu le truc, quoi. J'ai vu un peu l'entretien ou les échanges qui avaient eu lieu dans un précédent live différemment. Ça a apporté de l'eau au moulin. C'est autant d'informations supplémentaires qui me permettent de mieux comprendre, de comprendre autrement et de repositionner en fait l'échange. Et l'art est un échange d'avoir beaucoup plus d'informations dans ce contexte. Je pense que je comprends, mais là, c'est le cadre où tu as un échange direct avec la personne. Pas forcément. Non, pas forcément. Je peux écouter. Non, quand on est là, on écoute. On arrive effectivement. Voilà. D'ailleurs, j'ai entendu certains qui disaient oui, je veux parler avec un tel, je veux faire l'interview avec un tel. Forcément que la personne qu'on a en face de nous, mais dans toute communication, elle ajoute au message, positivement, négativement. Après, ça, c'est chacun qui l'emporte avec soi. Mais bien sûr que ça ajoute. L'art est un message, il y a une expression de quelque chose qui passe. Ok. Mais du coup, moi, je voudrais revenir sur... je trouve que tu as donné un excellent exemple. Tu parlais du personnage, justement, Mylène Farmer. Oui. Et comment pourrait-on savoir que ce personnage correspond ou à quel pourcentage il correspond vraiment à Mylène Farmer? Voilà. Ça, c'est la limite de tout. À quel point on connaît même son meilleur ami, je ne sais pas. Voilà. La personne, évidemment. Donc ça, je pourrais pas, je ne connais pas Mylène Farmer pour y répondre comme ça. Mais en tout cas, il est évident que son personnage, en tout cas tel qu'elle a décidé de le communiquer, de le mettre en façade, a un impact directement sur la façon dont on reçoit son œuvre. Ok. Et je pense que c'est intéressant en tout cas, moi, j'ai fait cette démarche-là, de me poser la question, de dire, tiens, ce son, il a été créé à quelle époque, ce bouquin, il vient d'où, et le pourquoi, comment. Et d'ailleurs, je pense que l'artiste, alors déjà, d'un point de vue, je ne sais pas comment l'artiste peut écrire ou peut créer une œuvre en se mettant complètement en dehors de lui-même. C'est obligé qu'à un moment donné, je vois pas comment, dans sa construction, je vois pas comment il peut écrire un bouquin et mettre de côté tout ce qui fait sa personne. Sinon, ça s'appelle de l'intelligence artificielle. Et en plus, l'intelligence artificielle, on sait très bien que même les créateurs font passer des messages. Donc, mais du coup, voilà, il y a aussi, c'est ce que j'ai perçu aussi, tu parlais de personnage, communication. Souvent, tu peux y avoir plusieurs personnes, en fait, même dans le cas de Mylène Farmer. Oui. Il peut y avoir plusieurs personnes qui vont peut-être pas écrire, ou alors peut-être que d'ailleurs, je sais pas, peut-être que même ces textes sont pas d'elle, mais où il peut y avoir des choses de mise en scène qui ne sont pas d'elle. Et du coup, tu vois, c'était un peu ma question, comment on peut percevoir la personne qui est vraiment derrière. En fait, ce que je veux dire, c'est que, peut-être que je t'ai coupé, pardon. Ce que je veux dire, c'est que, peu importe finalement, alors attention à ce que je vais dire, mais peu importe finalement ce que la personne, on va partir du principe que on se fiche de ce qu'a fait la personne, etc. Moi, quand je vais recevoir l'œuvre, est-ce que je peux ne pas me poser la question? Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que est-ce que moi, je peux lire quelque chose sans à un moment donné penser à l'auteur? Okay. Voilà, elle est là la question. Je veux dire, est-ce que je peux regarder un film sans me dire, tiens, c'est un film des années 80, donc à cette époque-là, il y avait ça. Donc c'est un film de Tarantino, c'est un film de un tel, c'est un film de un tel. Est-ce que moi, je suis capable de fermer toutes mes écouteurs, toutes mes écoutilles, pardon, mettre des œillères et me dire, vas-y, je reçois l'œuvre de manière brute.
Voilà. Pour moi, c'est vraiment une relation qui se crée comme dans la communication. Il y a son émetteur, il y a son récepteur. Et même si l'un est absent, l'autre, il continue à être actif. Ok. Bah écoute, je te remercie. J'aurais une question à emporter, parce que là, en fait, ça fait largement plus de 15 minutes. Je te remercie, c'est intéressant. Mais du coup, j'aurais en fait plein de questions. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais demander à John, Progix, Russell et tout ça, s'ils ont des questions pour toi. Et s'ils n'ont pas posé la question que j'ai emportée, je te la poserai. Ça marche. J'ai pris une question de mon côté. Ok. Pas de question. J'en avais une qui... Alors j'en avais une qui m'est venue, mais elle est vraiment claquée au sol parce qu'elle n'est pas bien travaillée. Est-ce qu'il faudrait comprendre qu'en fait, plus on avance dans l'âge et plus on est capable d'avoir du recul sur des œuvres passées et que les personnes, les nouvelles générations, elles, sont beaucoup plus sensibles aux œuvres contemporaines et aux difficultés des auteurs. Mais bon, j'avais prévenu, elle est pas terrible, mais voilà, c'est un peu ça. Ouais, moi non plus. J'avoue que J'ai pas compris. En fait, tu disais que quand tu regardes une œuvre cinématographique des années 80, tu arrives à mettre un filtre pour dissocier l'œuvre qui appartenait à une époque avec des mœurs et des propos qui pourraient être parfaitement choquants aujourd'hui. Est-ce qu'on va reproduire la même chose sur les nouvelles générations qui aujourd'hui sont beaucoup plus regardants sur les œuvres actuelles pour pas qu'elles dérivent, mais est-ce que plus tard ça sera acceptable les dérives d'aujourd'hui? C'est toujours pas compréhensible, je suis désolé. Non, je vois. Alors, j'ai envie de dire certainement, c'est l'évolution. Évidemment, je pense que voilà, déjà la lecture de l'œuvre, elle est, comme je l'ai dit, elle est liée à l'expérience. Donc, c'est pas lié à la maturité, mais à l'expérience. Donc, chacun accueille l'œuvre avec son histoire, de la même façon que l'auteur le fait avec son histoire. Et que oui, l'évolution fait que il y a des voilà, il y a des faits qui étaient répréhensibles il y a quelque temps, qui ne le sont plus aujourd'hui. Je pense par exemple à l'homosexualité, et tant mieux que les choses évoluent. Parfois, c'est dans le moins bon sens aussi. Mais oui. L'œuvre, elle bouge, elle est vivante. Elle est vivante parce que elle est justement reçue par des gens qui sont, eux, vivants. Évidemment, elle est interprétée à chaque fois par toute personne qui la reçoit. Elle est interprétée différemment. Elle est, oui, complètement. Complètement, ouais. Et dans l'équation de l'interprétation, pour moi, j'y mets aussi l'auteur. Évidemment. Okay. Écoute, je te remercie. John, je sais plus si tu as répondu, et Progix. Pas de question pour moi. Pas de question toujours, ok. Alors du coup, pas de question non plus. J'ai une question, comme promis, qui n'a pas été posée. À un moment, tu parlais là, c'était plus dans un autre cadre, le cadre de la justice qui va donc justement condamner ou pas, et après tu parlais du tribunal populaire. Ouais. Et du coup, au niveau de ce tribunal populaire, comment peut-on être sûr, enfin, est-ce que les vecteurs d'information, en fait, vers les personnes, en fait, sont des moyens fiables? Est-ce qu'ils ne peuvent pas déformer les choses? Est-ce que du coup, penses-tu que un tribunal populaire peut être objectif dans ces conditions-là? Si tu veux, je vais juste te dire, là, voilà, il y avait le cadre, t'as un dossier voilà, t'as eu des juges avec un dossier de 300, 400 pages qui est très connu et qui ne filtre pas ou peu dans la presse. Parce que du coup, nous sommes à même de vraiment comprendre ce qu'il y avait dedans et ce qui a motivé la peine, et du coup, à réagir à celle-ci. Alors, le magistrat, on va dire ça comme ça, lui, il se doit d'être objectif, de s'appuyer sur des données tangibles. En revanche, évidemment, le tribunal populaire, il va recevoir des informations de toutes parts qui sont pas contrôlées et qui sont justement subjectives. Alors que le magistrat, la justice, si elle fait bien son job, normalement, elle reste factuelle et elle prend les meilleures décisions. Avec ce qui a été décidé dans le code pénal, code civil, tout ce qu'on veut.
Mais le tribunal populaire, non. Et c'est pour ça que là, si on parle d'œuvre, on va dire ça, on parle d'artistique. Voilà, l'artistique, c'est mouvant, ça bouge, c'est pas un code civil, hein. Ça vit, ça. Voilà, chacun bouge, j'ai envie de dire, pour terminer, quoi. Voilà. Bah, en tout cas, je te remercie. Et du coup, quand même, la question la plus importante. Comment ça s'est passé cet entretien? Et tu me disais justement, enfin là, que tu avais changé ou que tu avais vu avec les entretiens précédents. Est-ce que ça t'a permis de réfléchir dessus, cet entretien, ou de te reposer d'autres questions, enfin, est-ce que ça t'a apporté quelque chose en fait? Bah merci déjà parce que vraiment j'aime bien l'exercice, oui c'est le mot, hein, j'aime bien les interventions, j'aime beaucoup. Si ça m'a fait bouger, oui, et ça va continuer à me faire bouger. J'ai d'ailleurs compris comment certaines personnes, voilà, arrivaient eux à dissocier. C'était capable, enfin qu'ils en sont capables, etc. Et ça me fait encore cogiter. Donc oui, merci. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice, et le fait d'être passé en dernier, ça pourrait être un désavantage, mais finalement, c'est pas costaude. Bon, bah écoute, en tout cas, Merci à vous. c'est vraiment super, quoi. Voilà. De toute façon, c'est le but hein, de ces lives, c'est vraiment de réfléchir et justement contrairement à d'autres lives, de pouvoir écouter vraiment voilà. Exactement. Prends la patience. Et pourquoi. Et c'est aussi, enfin moi, en tout cas, c'est ce que je trouve très intéressant, quoi. Donc je suis content, mais évidemment, je suis pas le seul. Et donc je vais juste refaire une petite pub pour McToy qui va faire le débrief un petit peu après le live, quoi, je pense dans la foulée, j'imagine. Voilà. Donc en tout cas, je te remercie Fatia et écoute, je te dis à bientôt. À très vite, au revoir. Bye bye. Au revoir. Adios, fajitas. Fajitas. Mon prochain pseudo, hein. J'ai toujours trouvé que j'ai pas de pseudo et je me suis dit tiens, je vais peut-être prendre celui-ci. Merci pour l'idée.